Bonsoir, je vous retrouve comme convenu tous les mercredis soirs à 18h30 pour le live de Sophie Expertimo. Donc c'est une session qui dure à peu près 20 minutes à une demi-heure en fonction de l'ampleur du sujet à développer. Et je traite de sujets donc relatifs à l'immobilier qui vous intéresse, vendeur ou acquéreur si vous avez un projet immobilier. Donc aujourd'hui, j'invite Bruno Lepelletier, que vous avez déjà vu peut-être, qui est courtier financier chez CAFPI et qui est très compétent dans son domaine. Donc, il répondra à toutes vos questions si vous en avez. Je le fais venir. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, très bien. Ça va C'est toujours un bien? plaisir de Bon, venir ici. Bon, un peu confiné, ma coupe un de peu cheveux commence confiné. à se Ah ressentir. ouais, eh J'espère ouais, que ça va mais pas bon, durer trop longtemps ou je vais devoir mettre un bonnet à un moment. ouais, ça va peut-être s'arrêter le confinement. On peut Oui, peut-être oui. espérer. Début Ouais, bah, décembre. bon, ça, alors ça, j'ai arrêté de faire des pronostics. Nous, ce que je peux dire, déjà par rapport à notre activité, on est beaucoup moins impacté qu'on était en début d'année. Toi, je sais que c'est plus compliqué pour toi, agent immobilier. Ouais, ouais. Nous, toute la chaîne fonctionne, donc que ce soit les banques, les courtiers, les notaires, les diagnostiqueurs. Oui, bon, c'est déjà un peu Tout plus ce qui est, facile que voilà, le dernier. la chaîne est fluide, les process sont en place, donc ça ralentit un peu, mais ça nous empêche pas de bosser. Après, si Hum, ça dure trop longtemps, bah, s'il y a plus de mandat, il y a plus d'agent immobilier, il y a plus de compromis qui rentrent, ouais, il y a un moment où il va y avoir un problème. Mais pour ouais. l'instant, bon, après ça a d'autres implications pour les banques, notamment au niveau de leur politique d'octroi de prêts. Et On en malheureusement, ça se parlera peut-être resserre. à la fin. Ouais, on pourra en Hein? dire un mot, ouais, on pourra en Ouais. dire un mot. Donc aujourd'hui, tu souhaitais parler des garanties de prêt, parce que Oui, tu as oui. abordé quelques sujets dans les lives précédents, l'assurance emprunteur notamment. Donc il faudra peut-être expliquer la différence en effet, enfin peut-être que les gens confondent parce que assurance et garantie, ça a un peu la même consonance. Donc déjà peut-être d'expliquer la différence entre les deux. Et puis, ben, je te laisserai expliquer, puisqu'il y a plusieurs types de garanties. Donc, je vais te laisser expliquer tout ça. S'il y a des personnes qui se connectent pour l'instant, non. Eh bien, en tout cas, j'espère qu'on aura des questions. Voilà. Alors, Ok. oui, ben, déjà, moi, j'avais cette première question. Enfin, si tu peux expliquer la différence entre assurance emprunteur et garantie. Voilà, bon. Ce sujet, j'ai envie de tordre le coup à plusieurs idées reçues et plusieurs choses que souvent les gens me disent sur les garanties. Alors, Mhm. faut bien comprendre qu'une garantie n'est pas une assurance. Enfin, c'est une assurance, mais pour la banque. La garantie, c'est quoi? C'est ce qui permet à la banque de s'assurer qu'elle récupérera sa créance si jamais vous ne remboursez pas le crédit, que vous êtes en défaut de paiement. Donc, c'est le fameux saisie du bien et vente aux enchères, si ça va jusque-là. L'assurance emprunteur, c'est quelque chose qui vous protège vous contre le décès, l'invalidité. Donc ça n'a vraiment rien à voir. Les Ouais, deux ça. sont obligatoires. Mhm. Quand vous faites un crédit, vous allez devoir avoir, il vous faudra une assurance emprunteur et il vous faudra aussi une garantie. Mais Mhm. c'est vraiment ces deux sujets différents. OK. Oui. D'accord. Donc, la garantie emprunteur, non, pas la garantie emprunteur, la garantie. La garantie, il y a donc trois options possibles. Alors, C'est ça? alors peut-être en introduction, Deux. on va parler vraiment de la garantie hypothécaire, la garantie Ouais. du prêt. Et en fait, qu'est-ce que la banque peut prendre plein de trucs en garantie. Elle peut prendre une assurance vie, elle peut prendre votre Rolls-Royce, votre yacht. Mais bon, la plupart du temps, qu'est-ce qu'elles prennent? Elles prennent la garantie du bien qui finance. Alors, on peut aussi faire des garanties déplacées sur un autre bien, mais la plupart du temps, ce sont dans l'immense majorité des cas, ce sont des garanties sur le bien immobilier qui est financé. Mm. Il y a d'autres types de garanties qui peuvent être demandées. Et c'est là aussi où des fois il y a des incompréhensions vis-à-vis de la garantie. Par exemple, si vous empruntez via une SCI, c'est votre SCI qui est emprunteuse et les membres de la SCI se portent caution à la SCI. Bon, en pratique, c'est eux les emprunteurs quasiment, mais c'est quand même aussi quelque part un cautionnement. C'est-à-dire que vous vous engagez, vous, à vous substituer aux engagements de la SCI si jamais la SCI ne rembourse pas. Donc ça aussi, Mm. il peut y avoir aussi un cautionnement parental, où en fait la banque, en plus de prendre une hypothèque sur le bien, va aussi demander aux parents ou un tierce de se porter caution sur le crédit. Ça, c'est des sujets, on va pas forcément beaucoup en parler parce que ça reste exceptionnel. Il y a aussi le cautionnement si vous faites des prêts in fine, si vous êtes un investisseur. Le prêt in fine, c'est un prêt pour les investisseurs, c'est un peu particulier.
là, les banques vont demander à anéantir une assurance vie du montant du prêt, généralement. Mais bon, ça, voilà, c'est des sujets dont juste voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Donc, la garantie sur un prêt immobilier, donc la banque pose une hypothèque sur le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne remboursez pas le crédit, au bout de 3, 6 mois, 9 mois, ça va dépendre des banques, ça va dépendre de votre situation, ça va dépendre de comment vous communiquez avec la banque aussi. Au bout d'un moment, la banque va dire, ça suffit, on fait jouer la garantie et on saisit le bien, on le vend aux enchères et on récupère ce qu'on peut. Au passage, la banque, ça donne droit à la banque à une indemnité de 7% sur le capital restant dû du prêt, plus des intérêts qui sont en défaut de paiement. Donc il y a une pénalité qui peut être assez lourde. Ouais, 7%, de là, bah ouais, alors ça c'est contractuel, hein, c'est la loi qui le fixe, c'est les mêmes pour toutes les banques sur toutes les offres de prêt. De là, il y a plusieurs systèmes de garantie. Alors le plus connu, c'est le nom de l'hypothèque. Et là, on va voir qu'il y a deux types d'hypothèques différentes. Et il y a les organismes, tout ce qui est organisme de cautionnement. Le plus connu étant Crédit Logement. Quelle est la différence entre tous ces types? Quand vous êtes en fait, il y a les garanties réelles. C'est donc l'hypothèque et l'inscription au privilège de prêteur de deniers, ce qui reste une hypothèque, c'est quasiment la même chose. Le notaire, au moment de la vente, de la signature de l'acte authentique, va inscrire la banque et va inscrire la créance sur l'acte authentique. Et va inscrire sur le registre des hypothèques, qui est un service administratif de l'État, le prêt. Et c'est ça qui va permettre à la banque de faire jouer ses droits en cas de défaut de paiement auprès d'un tribunal. Ça, on parle de garantie réelle. Les garanties via cautionnement, c'est un organisme extérieur, tierce, à la banque, le plus connu étant Crédit Logement, qui va se porter caution pour vous. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises sur ces organismes de cautionnement. En fait, qu'est-ce qui se passe si vous êtes en défaut de paiement sur votre crédit et que vous avez un organisme de cautionnement? En gros, la banque va se retourner vers l'organisme de cautionnement, va dire « Ah, le client n'a pas payé, rembourse-moi ». L'organisme de cautionnement sort le chéquier, solde l'intégralité du crédit auprès de la banque. De là, ensuite, l'organisme de cautionnement se retourne contre l'emprunteur et là, va poser une hypothèque aux frais de l'emprunteur d'ailleurs et faire les démarches pour saisir le bien, le vendre aux enchères, etc. Donc, la différence pour un emprunteur entre une hypothèque ou une inscription IPPD, donc une garantie réelle, et un organisme de caution, c'est qui il a en face en cas de défaut de paiement. Sur une hypothèque, il aura la banque qui lui a prêté. Sur un organisme de cautionnement, il aura l'organisme de cautionnement. Mais il ne faut pas croire... La banque préfère la caution. Enfin, oui, garantie par caution. J'y viendrai dans un instant. C'est pour ça que des fois, on pense qu'avec un organisme de cautionnement, c'est bon, on peut pas me saisir la maison. C'est bien mieux de prendre. Souvent, ce qu'on entend, c'est ah non, je veux pas d'hypothèque. On m'a dit qu'un organisme de caution c'était mieux. Pas vraiment. C'est la même chose au final. C'est plus des subtilités en termes de tarifs pour l'emprunteur. En fait, qui est le grand bénéficiaire de l'utilisation d'un organisme de cautionnement? C'est la banque. Parce que la banque, du moment qu'un organisme de cautionnement a donné son accord sur le crédit, la banque est certaine à 100% de récupérer son argent, soit parce que vous le remboursez jusqu'à la fin en tant qu'emprunteur, soit parce que vous remboursez le crédit en vendant le bien, soit parce que vous êtes en défaut de paiement et là, l'organisme de cautionnement paye la banque. Donc évidemment, les banques adorent l'organisme de cautionnement. Pour l'emprunteur, c'est plus des subtilités en termes de tarifs. Donc il y a différents, il y a des subtilités. On va passer en revue les principales. Donc le premier, donc c'est l'hypothèque. L'hypothèque, c'est généralement un peu moins cher. Alors déjà, on va parler quelle est la différence entre une hypothèque et une inscription au privilège de prêteur de deniers. La première différence, c'est qu'une hypothèque de premier rang est plus chère. Il y a des démarches supplémentaires administratives à faire, il y a des taxes supplémentaires dessus, et c'est plus cher qu'une IPPD. Pour vous donner une idée, j'ai fait des simulations là pour un prêt de 250 000 euros. Une IPPD, vous allez payer 1442 euros, alors qu'une hypothèque de premier rang, c'est 3230. Donc on est quasiment du simple au double. Alors dans quel cas on paye une hypothèque, dans quel cas on paye une inscription au privilège de prêteur de deniers? L'hypothèque, c'est pour les biens neufs. Donc si vous faites construire soit une maison, soit vous vous achetez sur plan en VFA, vous allez payer une hypothèque si c'est une garantie réelle. L'autre subtilité, c'est les travaux et l'immobilier, les valeurs mobilières. Si vous avez du mobilier au compromis, on peut pas faire du IPPD. L'IPPD ne marche que sur l'ancien, sur la valeur immobilière du bien.
Donc ça peut être un argument de ne pas mettre de mobilier sur votre compromis, parce que ça va vous faire payer des frais supplémentaires au niveau de la garantie, et potentiellement vous boulottez ce que vous avez pu gagner en mettant du mobilier, en commençant à payer moins de frais de notaire, vous le retrouvez à la sortie sur les frais de garantie, donc ça vaut pas le coup. Alors il y a un frais caché, il y a des frais cachés entre en IPPD et sur l'hypothèque, c'est à la sortie. En fait, une hypothèque, donc l'inscription est faite au registre des hypothèques. Cette inscription empêche la vente du bien tant qu'elle n'est pas levée. Elle est notée pour une période, généralement la période du prêt plus 1 an. Et si vous payez votre crédit jusqu'au bout, vous restez 25 ans dans la maison, au bout d'1 an, elle tombe d'elle-même. Et si vous vendez la maison la 26e année, vous n'aurez pas de frais. Par contre, comme la plupart des gens, si vous vendez le bien en cours de route pour solder le crédit, il va falloir rembourser cette hypothèque. Et là, vous allez avoir des frais de main levée parce qu'il y a une intervention du notaire qui va lever cette hypothèque du registre des hypothèques. Ça, c'est un des avantages de l'hypothèque, c'est que vous avez des frais à l'entrée et des frais à la sortie et que vous récupérez rien du tout. Donc ça reste, selon les cas, ça peut être plus cher qu'un organisme de cautionnement où vous n'avez pas ces frais à la sortie, on en parlera après. Donc l'hypothèque, on peut pas prendre cette option pour de l'ancien. Bah si, on peut, mais ça vaut pas le coup. Vous payez oui, parce que c'est plus cher. Tu payes plus cher, alors que l'IPPD fait le même boulot, hein. C'est exactement la même chose. Donc, et par contre, tu peux faire un mixte aussi, j'ai compris, non? C'est-à-dire, tu peux. Imaginons, tu achètes une bien. Ouais, souvent, tu fais IPPD plus hypothèque de premier rang. Ça limite la casse au niveau des coûts de l'hypothèque parce que c'est calculé selon les montants du prêt. Donc si t'achètes une maison à 250 000 euros, dedans t'as 20 000 euros 10 000 euros de mobilier, et que tu rajoutes une enveloppe de 30 000 euros de travaux financés, on va faire un IPPD sur les 240 000 euros de valeur immobilière du bien et une hypothèque de premier rang sur les 40 000 euros de travaux et de la valeur immobilière du bien. D'accord. Et là, on se retrouve avec une double garantie sur les offres IPPD plus hypothèque de premier rang. Ok. Ça va. Donc tout ça, c'est les hypothèques de premier rang. Les hypothèques, les garanties réelles. Les organismes de cautionnement, la différence, c'est que vous payez au départ, à la mise en place du prêt. Donc c'est obligatoire, hein, si vous payez pas la garantie, la banque débloquera pas le crédit, vous n'avez pas le choix. Mais vous ne payez rien à la sortie. De là, chaque banque va avoir l'habitude de travailler avec sa garantie. Certaines banques travaillent avec plusieurs, mais elles ont généralement une politique bien en place et elles vont vous imposer cet organisme de caution. La plupart du temps, ça se passe comme ça. La plus grosse majorité des banques se servent de crédit logement. Donc, crédit logement n'est pas forcément le moins cher, mais l'avantage de crédit logement, c'est que ça coûte pas très cher, dans la mesure où, par exemple, pour une maison de 250 000 euros, près de 250 000 euros, vous allez payer 3 075 euros à la mise en place du crédit, mais vous allez récupérer 1 778 euros à la sortie du crédit, soit quand vous soldez le crédit. C'est une caution, c'est un dépôt de garantie que vous faites. Si vous n'avez pas eu de défaut de paiement pendant la vie du prêt, vous récupérez cet argent. Donc le coût réel, on est à 1 297. On est un peu moins cher qu'un IPPD. Et vous n'avez pas de frais de main levés. Là où ça se corse, c'est si vous êtes en défaut de paiement. Et là, par contre, c'est un peu la double peine parce que vous avez payé ces frais de crédit logement au départ. Vous ne récupérez pas la caution, évidemment, et en plus, la banque le crédit logement va poser l'hypothèque à vos frais pour saisir le bien. D'accord. Ça reste minimal, hein, le taux de casse en France est ridicule, on est à moins de 1%, mais voilà, c'est quand même bon à garder en tête. Il y a un autre quelque chose qui peut être vicieux aussi avec le crédit logement, c'est qu'une hypothèque donne droit à la banque de saisir le bien. Ça s'arrête là. Elle va pas pouvoir aller taper plus loin dans votre patrimoine. Avec un organisme de caution, bien souvent, dans les conditions générales, vous leur donnez droit à tout votre patrimoine. Donc, si il s'est passé un truc avec la maison, elle a perdu de la valeur, vous aviez fait du surfinancement et la vente aux enchères se passe mal, et qu'il reste tout le crédit n'est pas remboursé par le solde par la vente de la maison, Crédit Logement peut aller vider votre livret A, votre assurance vie, aller vous faire vendre un autre bien, etc. Donc ça aussi, alors bon, la plupart des gens, ça change pas grand-chose, mais pour des gens qui ont beaucoup de patrimoine, ça se regarde de près. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un crédit logement? Donc il y a pas que Crédit Logement, il y a des banques qui ont leur propre organisme de caution ou qui bossent avec d'autres cautions. Par exemple, toutes les caisses d'épargne en France travaillent avec un organisme de caution qui s'appelle la SACEF. C'est exactement comme Crédit Logement, sauf que vous récupérez rien à la sortie. Donc là, par exemple, vous êtes à 2 750 euros, on est à 1% à peu près, 2 750 euros pour un prêt de 250 000 euros. Ensuite, juste un petit point, faut savoir qu'il y a d'autres, selon votre profession, notamment les fonctionnaires,
vous pouvez avoir droit à des organismes de caution spécifiques. Et là, ça peut devenir beaucoup plus intéressant. La plus connue, c'est la CASDEN. La caution CASDEN, par exemple, vous payez 722 € à la mise en place et vous récupérez 722 € quand vous sortez du crédit. Donc, le coût de la caution, c'est 0. Donc ça peut être aussi un avantage à mettre en balance. Après, dans le grand ordre des choses, par rapport à un projet immobilier, quand on fait des simulations d'écart entre d'une garantie à l'autre, c'est pas des montants énormes. Des fois, ça va être 1000, 1500. Alors oui, si vous êtes fonctionnaire, vous avez droit à la CASDEN, ça peut être 3000 € d'économiser ça pèse un peu, mais c'est pas un élément déterminant. On va le prendre en compte dans la prise, quand on sélectionne les banques qui sont les mieux placées. Ça vaut pas le coup d'aller chez une banque qui vous fait un organisme de caution à 0 si vous avez un taux à 0,30 de plus, quoi. Vous n'allez pas vous y retrouver. Ça restera moins cher à une banque à 0,30 de moins. Donc, c'est pas forcément un élément déterminant. D'accord. Mais donc, toi, dans ton métier, tu donnes aussi, tu peux influencer sur le type de garantie ou comment ça se passe par rapport à ton métier, toi? Oui, si quelqu'un me dit non, moi je veux pas d'hypothèque, j'y crois pas, on m'a dit que c'était pas bien, il faut absolument que j'ai un organisme de caution, on va potentiellement ne pas bosser avec des banques qui font que de l'hypothèque. Il y en a, il y a des banques qui ont cette politique de faire que de l'hypothèque. D'autres qui veulent pas de caution, il y a certaines banques, c'est soit elles ont un accord crédit logement, soit elles vont pas sur le dossier. Alors ça c'est un point aussi à noter, c'est que l'hypothèque, c'est la banque qui décide de poser une hypothèque, elle prend ses responsabilités d'aller sur votre dossier. Un organisme de caution, c'est pas dans le camp de la banque. La banque soumet le dossier à l'organisme de caution et l'organisme de caution valide ou non. Ça peut avoir une grosse importance pour certains profils emprunteurs. Quand on a un endettement un peu élevé, quand on a un profil qui rentre pas tout à fait dans la case des banquiers qui aiment pas ça, que vous avez une boîte que depuis 2 ans, vous n'avez pas vos 3 bilans, que monsieur est en CDD parce que c'est lié à sa profession depuis plus de 3 ans, des choses où les banques peuvent dire ok on y va, mais où potentiellement la caution va dire non, ou la caution va vous dire non, j'estime qu'il n'y a pas assez d'épargne résiduelle au projet, j'y vais pas, ou non il me faut 20 000 € d'apport de plus, ou j'y vais pas. Et là, il y a des banques chez qui, soit si elles n'ont pas l'accord de cautionnement, elles n'iront pas sur une hypothèque. C'est leur politique commerciale. Et donc ça peut, vous pouvez avoir l'impression, si vous traitez en direct avec votre banque, et que c'est une banque qui bosse qu'avec Crédit Logement, que vous lui soumettez votre dossier et que la banque vous dit non, on a un refus, et vous dites tant pis, on laisse tomber le projet, on restera locataire. En fait, pas du tout. C'est simplement qu'eux, ils ont un refus de cautionnement, et là, on va pas se servir de cette banque-là. C'est le moment de changer de banque, d'amener le dossier dans une autre banque qui bosse en hypothèque ou en IPPD, qui elle sera très contente de faire le dossier. D'accord. Donc c'est l'intérêt de passer par toi, par exemple, parce que toi tu sais pourquoi la banque refuse. Oui, pas toujours. Des fois on se demande, mais la plupart du temps oui. Ok. Bon, ok. Bon, je sais pas. On peut aborder un autre sujet si tu veux. Donc tu voulais un petit peu dire par rapport aux conditions d'obtention de crédit, les choses ont changé. Oui. Alors, on assiste à une dégradation progressive des conditions d'octroi cette année. J'en avais déjà parlé lors de précédents live. Oui. Donc, le haut comité de sécurité financière qui a serré le coup aux banques un peu en début d'année. On a eu ce premier confinement où les banques ont commencé un peu resserrer, à refermer les vannes. Ça s'est un peu détendu cet été, là ça repartait. Et là, ce deuxième confinement, par contre, on sent vraiment l'effet. Pour vous donner une idée, alors c'est pas de moi, c'est pas de CAFPI, c'est d'un grand réseau d'agents immobiliers, je sais plus lequel, qui a fait une étude et qui expliquait que 40% des primo-accédants à qui ils ont vendu des biens en 2019 n'auraient pas été financés aujourd'hui. Ah oui. Pour vous donner une idée de l'impact que ça a. Et en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a des banques qui prennent les dossiers, qui vérifient l'état de santé de votre boîte. Elles ont des outils pour interroger l'état de santé de la boîte. Et si elles n'aiment pas la note, refus. Ah oui. Vous bossez dans un resto, même si le resto est ouvert ou que vous à distance, etc. C'est non. Vous bossez dans un truc même si le dossier est bon. Même si le dossier est bon, c'est non. Vous avez fait du chômage partiel pendant l'année parce que vous étiez confiné, ou vous êtes en chômage partiel maintenant, c'est non. Vous avez moins d'1 an d'ancienneté, c'est non. Vous n'avez pas l'apport des frais, voire 10% en plus, c'est non. Alors, c'est pas universel chez toutes les banques, mais on a été très surpris de refus qu'on a eu récemment sur des dossiers qui seraient passés sans une discussion en fait en décembre, qui auraient peut-être un peu tiqué au début d'année, mais qui seraient au final passés.
Et aujourd'hui, on a des refus qu'on comprend pas trop et qui sont motivés par tout ça. On sent que les banques Ah, sont en train de elles faire sont inquiètes. très attention. Ouais, ouais, ouais. Donc Mm. là, avant de faire des offres, avant de vous lancer dans un projet, alors le piège, c'est de vous baser sur une simulation que vous avez pu faire peut-être l'année dernière ou en début d'année. C'est pas dit Ouais, qu'elle soit ça encore évolue d'actualité. très vite. Ouais, Mm. ça évolue très vite. Il faut remettre à jour. La conséquence de ça aussi, c'est que vous avez peut-être entendu dire que les taux ont rebaissé là un peu, mais Mm. en pratique, c'est un peu faussé parce que les dossiers les moins bons qui sont traditionnellement les dossiers qui ont les moins bons taux, bah maintenant ils sont refusés. Donc c'est les bons dossiers qui passent et donc les taux sont en moyenne plus bas. Mm. Et on a encore un écart qui se creuse entre les dossiers de meilleure qualité des banques, donc avec beaucoup d'apports, des hauts revenus, et les dossiers où on a tout juste les frais, où on a encore quelques solutions en surfinancement, mais ça devient très compliqué, il faut des arguments derrière. Et là, les taux dérapent carrément. Donc voilà, je voulais Ouais. juste donner avertir si tu as des emprunteurs potentiels, des gens qui nous écoutent, qui ont un Mm. projet, bah, je vous engage, passez-moi un coup de fil, on en discute. Parce que voilà, la situation se tend un peu. Alors, Durci. Mm. ouais. Mm. Ok. Ouais, bah écoute, c'est vrai, hein, des dossiers qui seraient passés il y a quelques mois, ils passent pas quoi aujourd'hui. Donc Bah oui. ça, Bah oui, oui. Alors, je pense que ça va être lié à l'évolution globale de la crise, comment l'économie va repartir, est-ce qu'il va y mm. avoir est-ce que ça va secouer dans les banques, parce qu'il y a ce risque-là aussi. Mm. Est-ce qu'à un moment le gouvernement va nous entendre, parce que toute la profession est vent debout, les agents immobiliers sont vent debout, les promoteurs immobiliers sont vent debout, pour en train de dire vous êtes en train de faire n'importe quoi, vous êtes en train de massacrer le marché de l'immobilier, parce qu'on n'avait vraiment pas besoin Ouais, on n'a pas des besoin de ça là. recommandations. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont changer de politique sur ça? On attend de voir. Donc, à voir. Mm. Alors, peut-être Ouais. une dernière petite chose pour aujourd'hui. On a eu les nouvelles par rapport à la reconduction du prêt à taux zéro et du Pinel, donc Oui. qui est reconduit pour l'année prochaine. Il y a des petites modifications a priori. On n'a pas les moutures définitives, mais on a ce qu'ils ont dans leur carton, parce que c'est voté début janvier, c'est publié au journal officiel début janvier, donc on aura le cœur net début janvier. Pour le prêt à taux zéro, a priori, les zones, les enveloppes, les montants ne changent pas. Par contre, ce qui change, et ce qui peut beaucoup changer la donne, c'est qu'ils vont, avant, se baser sur le revenu fiscal de référence à N-2 pour savoir si vous y avez droit et à quel type de prêt à taux zéro vous aviez droit. Donc, je rappelle, le prêt à taux zéro, c'est que dans le neuf, hein, et sur certaines zones uniquement. Et ça, il y a des plafonds de revenus, il y a des plafonds ça dépend de la taille du foyer, etc. Ça vous donne droit ou non, et si oui, à quel type de prêt à taux zéro. Et Mm. là, la grosse modification cette année, c'est que on ne regarde plus là, cette année, c'était 2020, bah, on regardait les revenus 2018. Donc, vous preniez votre avis d'impôt 2019 sur 2018, vous regardiez votre revenu fiscal de référence pour déterminer. Là, ça va être l'année N. Alors, comment ils vont, en pratique, on sait pas trop comment ça va marcher parce que, donc, est-ce qu'il faut attendre d'avoir le nouvel impôt en 2020? Comment ça marche par rapport à l'imposition à la source, parce qu'on n'est pas tous à la même enseigne, on est encore en décalage, nous les indépendants, alors que les salariés savent tout de suite. Donc on sait pas trop, donc ça faut un peu naviguer à vue. De toute façon, il y Ouais. a un moratoire sur les prêts à taux zéro au niveau des banques. On ne peut pas déposer de dossier prêt à taux zéro avant la mi-janvier de toute façon. Donc ça, on verra l'année prochaine. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est reconduit. Oui, mais par contre, si c'est sur l'année N, ça va pénaliser quand même tous ceux qui ont été en chômage partiel, qui ont moins gagné, ça Bah va non, être au pénalisant. contraire. Non, parce que c'est le prêt à taux zéro est là pour aider les gens qui ont des faibles revenus. Ah oui. Donc, en fait, s'il y avait un effet d'aubaine où des fois on se retrouvait à faire des prêts à taux zéro pour des gens qui gagnaient très bien leur vie parce que les 2 années auparavant, bah, ils étaient étudiants ou ils bossaient pas ou pour X ou Ah oui. Y raison, ils déclaraient ils avaient un Donc revenu ça va fiscal de être plus référence juste. très bas. C'est censé être plus juste. C'est censé être D'accord. plus juste. On va voir en pratique après comment ça se passe. Et pour le Pinel, alors je sais pas si tu t'en occupes toi du neuf et du Pinel, je sais pas si tu me reposes ça. J'en fais un peu. T'en fais un peu, bon, ça reste un très bon investissement. Hein. Par contre, là, ils le reconduisent, mais a priori, ils vont remettre en cause les montants que vous pouvez défiscaliser, le crédit d'impôt auquel ça vous donne droit, la réduction d'impôt, pardon, auquel ça vous donne droit. Et là, on n'a pas encore eu les chiffres, donc voilà, le dispositif est toujours là, mais il va être remanié a priori un peu à la baisse. À partir de janvier? Ça Bon, va... on saura mi-janvier, ouais, on saura D'accord. mi-janvier quelle est la nouvelle mouture de la loi. Ok. Ok, bah écoute, t'as donné pas mal d'informations là ce soir. Il y a pas mal de changements.
Écoute, je te remercie. On refera Avec un plaisir. point. Bon, je pense que ça vaut le coup. En ce moment, ça bouge pas mal. Donc, refaire un point tous les mois, à Mhm. mon avis, c'est pas de trop. Ouais, Euh, Là, bon, quoi qu'on arrive, on sera bientôt au moment des fêtes où on refera un point début janvier, peut-être. ouais. Hein. Alors moi, j'invite, si certaines personnes regardent ce live après coup sur Facebook, si vous avez des questions par rapport à ce qui s'est dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Facebook. Puis si je le vois pas, Sophie me dira, je vous répondrai directement sur Facebook. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et comment dire, aller sur ma page et la liker pour être au courant de tous les lives que je fais le mercredi soir. Voilà. Bon, ben écoute, merci Bruno pour ta disponibilité et toutes tes explications qui sont toujours super intéressantes et très claires. Et bah, écoute, on se verra bientôt, on s'appelle. Allez, j'espère Ok. déconfiner à ce moment-là. Ouais, j'espère aussi. Et puis bon, pour la semaine prochaine, je vais inviter un diagnostiqueur, voilà, pour parler de d'autres sujets très intéressants aussi. Bon ben merci Bruno Je te remercie, et à Sophie. À bientôt. très bientôt. Au revoir. Allez, ciao, au revoir.